Imagine une chambre d'enfant faiblement éclairée à Tokyo à 2 heures du matin. Un bébé de 4 mois s'agite, les yeux papillonnant dans l'obscurité. Dans la plupart des régions du monde, c'est le moment redouté, le prélude à un cri perçant qui brise le silence. Mais ici, quelque chose d'étrange se produit. Le cri ne vient jamais. Avant même que la détresse du nourrisson ne puisse s'intensifier, la mère est déjà là, offrant un contact chaleureux ou une tétée silencieuse. Pourquoi les nourrissons japonais semblent-ils savoir qu'ils seront réconfortés sans avoir besoin de crier ? Alors que l'éducation parentale occidentale s'obsède souvent de l'auto-apaisement et de l'indépendance dès le premier jour, le Japon s'appuie sur un secret psychologique appelé amae. Mais voici ce que la plupart des parents ne réalisent pas. Ce qui ressemble à de la surindulgence en surface est en fait le fondement des enfants les plus disciplinés et indépendants de la planète. Stressons-nous accidentellement nos enfants en leur forçant l'indépendance trop tôt ? Décodons le pouvoir caché de l'amae et pourquoi il crée les bébés les plus calmes du monde. Dans le paysage parental moderne, on nous dit souvent que le but ultime est d'élever un individu indépendant et autonome. Nous célébrons le jeune enfant courageux qui dort seul et le nourrisson qui apprend à cesser de pleurer après avoir été laissé à s'auto-apaiser. Mais alors que nous nous efforçons d'obtenir une indépendance précoce, une crise silencieuse émerge. Des niveaux croissants de cortisol chez les nourrissons, l'épuisement parental et une génération d'enfants qui luttent avec la régulation émotionnelle. Les psychologues ont longtemps débattu de la théorie de l'attachement, mais de nombreuses interprétations occidentales se concentrent sur un modèle réactif. L'enfant pleure et le parent répond. Cependant, les données issues de la recherche développementale au Japon suggèrent une voie différente. Dans une étude majeure comparant des dyades mères nourrissons japonaises et américaines, les chercheurs ont découvert que les mères japonaises privilégient les soins anticipatoires, s'accordant aux besoins du bébé avant qu'ils ne deviennent des signaux de détresse. Tandis que les bébés occidentaux passent plus de temps dans un état d'excitation, pleurs ou cris pour attirer l'attention, les bébés japonais maintiennent une ligne de base plus stable et calme. Mais pourquoi est-ce important ? Parce que l'architecture du cerveau se construit sur ses premières interactions. Lorsque les besoins d'un enfant sont satisfaits par l'amae, son système nerveux apprend que le monde est un endroit prévisible et sûr. Cela ne les rend pas gâtés, cela les rend neurologiquement sécurisés. Mais voici la partie à laquelle la plupart des adultes ne s'arrêtent jamais de penser. Si nous forçons l'indépendance avant qu'un enfant ne soit biologiquement prêt, créons-nous en réalité une pseudo-indépendance. Un état où l'enfant n'est pas vraiment confiant, mais a simplement renoncé à demander de l'aide. Pour comprendre comment les Japonais évitent ce piège, nous devons examiner de plus près les mécanismes réels de l'amae. Pour comprendre le calme d'un nourrisson japonais, il faut d'abord maîtriser le mot amae, gan-e. Dérivé du verbe amaeru, il se traduit approximativement par le désir d'être choyé ou le besoin de dépendre de la gentillesse des autres. Alors que le monde occidental considère souvent la dépendance comme une étape à dépasser le plus rapidement possible, au Japon, l'amae est perçu comme le ciment même qui unit les relations humaines. Il ne s'agit pas seulement d'être gâté, c'est un état psychologique profond où un enfant se sent si en sécurité qu'il peut s'abandonner complètement aux soins de ses parents. D'un point de vue développemental, l'amae sert de bouton de réinitialisation neurologique. Lorsqu'un bébé fait l'expérience de l'amae, son cerveau est inondé d'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour. Ce n'est pas seulement un sentiment chaleureux, cela régule activement l'amygdale du nourrisson, le centre de la peur du cerveau. Alors que de nombreux livres de parentalité moderne suggèrent que répondre trop rapidement aux caprices d'un bébé créera un enfant manipulateur, la culture japonaise fonctionne sur la prémisse opposée. Un enfant qui n'a jamais à se battre pour attirer l'attention n'apprend jamais à être anxieux. Dans les foyers occidentaux, on pousse souvent à l'auto-apaisement dès l'âge de 6 mois. Nous mettons les bébés dans des chambres séparées et utilisons des moniteurs pour les regarder pleurer, espérant qu'ils apprendront à être indépendants. Mais c'est là que le malentendu commence. L'indépendance n'est pas une compétence que l'on enseigne en retenant le confort. C'est le résultat d'avoir sa coupe émotionnelle tellement pleine que l'on finit par se sentir assez courageux pour explorer le monde par soi-même. Les parents japonais pratiquent ce qu'ils appellent le skinship, contact physique prolongé, co-sommeil et proximité constante. Cette proximité physique facilite l'amae,
permettant au nourrisson de rester dans un état de dominance parasympathique, le système de repos et digestion. En satisfaisant le besoin de dépendre, le parent empêche en fait la réponse de combat ou de fuite de devenir le réglage par défaut du bébé. Mais ce qui semble doux en surface fait quelque chose de beaucoup plus profond. Cela construit un cerveau qui considère les autres comme une source de sécurité plutôt que de conflit. Mais si la mae est le carburant émotionnel, comment les parents japonais savent-ils exactement quand la fournir sans que le bébé n'ait jamais à crier? Pour le découvrir, nous devons examiner leur méthode d'observation unique. Si la mae est l'état émotionnel, alors l'anticipation est la compétence qui le soutient. Dans de nombreuses cultures occidentales, on enseigne aux parents d'attendre un signal, un cri, une traction sur la chemise ou une demande verbale. La logique est qu'en attendant que l'enfant demande, nous lui apprenons à communiquer ses besoins. Cependant, dans le contexte japonais, une philosophie différente et plus préventive est à l'œuvre. Une mère japonaise considère souvent son rôle non pas comme une répondeuse à la détresse, mais comme une anticipatrice de confort. Ceci est profondément enraciné dans le concept d'Ishin Denshin, Yi-Sin Chuan-Sin, ou communication de cœur à cœur. C'est l'idée que deux personnes peuvent se comprendre sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Appliqué à l'éducation, cela signifie observer les micro-signaux. La façon dont la respiration d'un bébé change avant qu'il n'ait faim, le mouvement agité spécifique qui signale la fatigue, ou le regard subtil qui signifie qu'il est en train d'être surstimulé. En répondant à ses besoins avant qu'il ne dégénère en crise de colère, le parent empêche le système nerveux de l'enfant d'entrer dans un état de cortisol élevé et de panique. La recherche scientifique soutient cette approche de faible excitation. Lorsqu'un bébé doit crier pour attirer l'attention, son cerveau subit un pic dans le système nerveux sympathique, le mode combat ou fuite. Si cela se produit de manière répétée, le cerveau devient câblé pour la réactivité. En revanche, en anticipant les besoins, les parents japonais maintiennent le nourrisson dans un état parasympathique, essentiel pour un développement cérébral profond et une stabilité émotionnelle. C'est pourquoi les jeunes enfants japonais semblent souvent plus zen. Ils n'ont pas passé leur enfance à pratiquer l'art de la sirène d'urgence. Mais c'est là que les gens se trompent généralement. Les critiques pourraient argumenter que cela empêche un enfant d'apprendre à s'exprimer. Au contraire, en répondant aux besoins avant la crise, le parent construit une base de confiance profonde. L'enfant apprend que son monde est stable et prévisible, ce qui le rend en fait plus réceptif à l'apprentissage du langage et des signaux sociaux plus tard, car il n'est pas constamment distrait par un système nerveux non régulé. Mais voici la subtilité que la plupart des parents ratent. L'anticipation n'est pas être un serviteur de l'enfant, c'est être un guide. Mais comment cette connexion intense se transforme-t-elle en l'indépendance japonaise, mondialement connue, que nous observons chez les enfants plus âgés? Pour comprendre cela, nous devons examiner la lutte productive que l'on retrouve dans notre prochain concept. Il y a une scène célèbre à Tokyo qui choque souvent les touristes de passage. Des enfants de 6 ans, portant des chapeaux jaunes vifs, naviguant seuls dans le système de métro complexe. Ils ne sont pas accompagnés par des parents ou des nounous. Ils se rendent à l'école avec un niveau d'autonomie impensable dans de nombreuses villes occidentales. Comment concilier cette indépendance extrême avec l'attachement intense, presque étouffant, de la mae que nous avons discuté? La réponse réside dans un paradoxe psychologique. La dépendance sécurisée est le berceau de la véritable autonomie. Dans de nombreux modèles parentaux occidentaux, l'indépendance est traitée comme un muscle qui doit être entraîné par la séparation. Nous poussons les enfants à être courageux, à dormir dans leur propre lit et à endurer quand ils ont peur. Mais l'éducation parentale japonaise fonctionne selon la théorie du réservoir plein. Ils croient que le désir d'indépendance d'un enfant est une force biologique innée qui émergera naturellement, mais seulement une fois que son réservoir émotionnel sera complètement rempli de la sécurité de la mae. En permettant à un enfant d'être extra-dépendant pendant ses premières années, le parent construit essentiellement une base sécurisée. Lorsqu'un enfant sait, profondément dans son système nerveux, qu'il a un endroit inconditionnel où revenir, il n'a plus besoin de s'accrocher. Il devient curieux, il devient courageux. C'est le concept de lutte productive géré avec un filet de sécurité. Au Japon, une fois qu'un enfant se sent en sécurité, les parents passent au Mimamoru,
ce qui signifie observer tout en protégeant. Ce n'est pas de l'hélicoptère, et ce n'est pas de l'abandon. C'est prendre juste assez de recul pour laisser l'enfant se débattre avec un puzzle ou un conflit social, mais rester assez proche pour que l'enfant sente la présence du parent. Mais voici la partie où la plupart des gens se trompent. L'indépendance n'est pas l'absence d'aide, c'est la confiance d'essayer parce que vous savez que l'aide est disponible si vous échouez vraiment. Les données sur les étapes de développement montrent que les enfants élevés avec des niveaux élevés d'AMAE au début de leur vie présentent souvent une intelligence sociale plus élevée et une meilleure autorégulation à l'école. Parce qu'ils n'ont pas été forcés de s'auto-apaiser avant que leur cerveau ne soit prêt, ils n'ont pas développé les réponses au stress chronique qui conduisent aux explosions comportementales. Mais que se passe-t-il lorsque cet équilibre délicat est ignoré? Et plus important encore, comment pouvez-vous, où que vous viviez, commencer à appliquer ces secrets d'enfants calmes dès aujourd'hui? La conclusion de ce puzzle culturel est plus pratique que vous ne le pensez. Le secret des bébés les plus calmes du Japon ne réside pas dans une technique de discipline spécifique ou un horaire de sommeil strict. Il se trouve dans les fils invisibles de l'AMAE. La compréhension profonde que le chemin d'un enfant vers l'indépendance doit d'abord passer par une vallée de dépendance profonde et inconditionnelle. En anticipant les besoins et en remplissant le réservoir émotionnel de leur nourrisson, les parents japonais ne font pas que stopper un cri. Ils câblent un cerveau pour la résilience. Ils enseignent à leurs enfants que le monde est un lieu d'empathie, non un champ de bataille pour l'attention. Comme nous l'avons vu, lorsque nous arrêtons de forcer l'indépendance avant que le système nerveux ne soit prêt, nous n'obtenons pas d'enfants gâtés. Nous obtenons des enfants suffisamment sécurisés pour finalement lâcher prise et explorer le monde à leurs propres conditions. Que vous viviez à Tokyo ou à New York, la leçon de l'AMAE est universelle. La connexion est le prérequis de l'autonomie. Si cette plongée profonde dans la psyché japonaise a changé votre façon de voir les besoins de votre enfant, faites-le nous savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà essayé les soins anticipatoires au lieu d'attendre le cri? Abonnez-vous pour plus d'aperçus sur le monde caché de la psychologie infantile et de la sagesse culturelle. Élevons une génération plus calme, une connexion à la fois. Merci d'avoir regardé cette exploration approfondie au cœur de l'éducation parentale japonaise. Nous espérons que ces aperçus sur l'AMAE et le Mimamoru vous offrent une nouvelle perspective pour voir le monde émotionnel de votre enfant. Si vous avez trouvé cela utile, veuillez aimer la vidéo et partager vos réflexions dans les commentaires. Votre engagement nous aide à atteindre plus de parents en quête d'un chemin plus serein. Avertissement. Ce contenu est à des fins éducatives et informatives uniquement. Il n'est pas destiné à se substituer à un avis médical, psychologique ou éducatif professionnel. Cherchez toujours les conseils d'un spécialiste qualifié concernant les besoins de développement spécifiques de votre enfant.